tous et bienvenue dans l'émission qui vous fait carquiller les yeux, laisse votre bouche bée et vos oreilles sans voix. Bienvenue dans l'émission qui vous présente la science de façon vraiment fantastique. Bienvenue dans Scientastique. Alors aujourd'hui, je vais vous transporter vers le futur, mais au sens propre, au sens énergie propre même parfois, puisqu'on va parler des transports du futur. Téléportation, voiture volante, hyperloop, on va absolument tout savoir. Préparez-vous à décoller vers l'avenir. Bienvenue dans Scientastique, c'est parti. Comment nous déplacerons-nous dans les prochaines années? Quelles sont les dernières innovations pour faciliter nos déplacements? Scientastique va vous donner les clés des transports du futur. Et si la voiture volante n'était plus un rêve? Ce que vous voyez ici, c'est la Palvi, la première voiture volante au monde. Quels sont les projets en préparation pour nous simplifier la vie dans les transports? La notion même de voiture est en train de se transformer. Nous suivrons Alex qui a embarqué sur l'incroyable bateau Energy Observer. Puis tester une voiture autonome sans les mains. Alors voilà, donc là on est parti, c'est sans les mains. Sans les mains, sans les pieds. Je te jure que ça fait un effet bizarre. Vous découvrirez que Marion et les transports du futur, c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, le skateboard qui vole, c'est un prototype de prototype. Bruce s'est penché sur la téléportation. C'est bidon, c'est bidon. Et Dikosh a déniché des projets pas totalement au point. Dans le futur, les gens se déplaceront sur un matelas. Un matelas volant, un matelas volant. C'est donc ça le futur? Les feux sont au vert, c'est parti pour Scientastique, spécial transport du futur. Eh bien, quel programme, ça fait rêver. Alors, on va commencer avec le fantasme le plus répandu du transport du futur. En effet, de Blade Runner à Valérian, en passant par le 5e élément ou Star Wars, c'est sûrement le véhicule du futur qu'on voit le plus dans les films d'anticipation. Je veux parler, bien sûr, de la voiture volante. Et oui, imaginez une petite envie de plage, hop, on saute dans son maillot de bain le plus proche et avec notre petite voiture volante, on va vite à la plage, à vol d'oiseau, ça ira plus vite. Alors, la voiture volante, c'est aussi le rêve de Paul Moller. En plus de ses jolies dents, ses molaires, cet ingénieur canadien de la célèbre université McGill rêve depuis toujours de faire une voiture volante, la Moller 400. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Eh bien, c'est facile, à la fois à une voiture, un hélicoptère, un avion, et en fait, elle a cette tête-là, regardez, tac, waouh, elle est quand même assez magnifique. Alors là, pour l'instant, elle vole, mais elle peut se poser tranquillement avec ses trois roues, qui font office un petit peu de train atterrissage. Et là, à ce moment-là, c'est une voiture et elle roule tranquillou à 50 km/h en ville. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, c'est à la limite autorisé. Alors, le vrai secret de cette voiture, regardez, on va ouvrir un petit peu tout ça. En fait, ce sont ces moteurs, qui sont des moteurs à hélice, sans cylindre, rotatifs, et qui sont hyper fiables, commandés par un ordinateur de bord. Et en fait, s'il y en a un qui tombe en rade, ça peut arriver une petite panne, et ben les autres prennent le relais. Alors, on est tranquille dans la Moller 400, sur la route, pépère, et puis crac, boumu, il y a un embouteillage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les 4 nacelles, où sont chacune deux moteurs, avec chacune deux moteurs à l'intérieur, les 4 nacelles passent à la verticale et la Moller 400 décolle comme un hélicoptère. Mais oui, et alors une fois qu'elle est en l'air, et ben là, elle passe en mode avion, les nacelles repassent à l'horizontale et hop, ça se propulse comme un avion. C'est capable d'aller quand même à 500 km/h, à 7000 mètres d'altitude et pendant 6 heures. Donc ça vous permet d'aller assez loin. On peut aller à la plage à Perpète-les-Oies. Donc c'est vraiment un rêve fou, c'est magnifique. Ça vole dans tous les sens. Le problème, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas vraiment, mais on espère qu'il va finir par y arriver. Et en tout cas, je vous parlerai tout à l'heure d'une voiture volante qui, elle, vole déjà. Allez, grâce aux voitures volantes, on oubliera sûrement les embouteillages très bientôt, j'en suis sûr. Enfin, à moins qu'il y ait des embouteillages tout là-haut dans le ciel. Et puis qui sait, peut-être qu'on va trouver autre chose que la voiture volante. C'est vrai, de tout temps, l'homme a essayé de trouver un moyen de voyager plus vite et plus loin. Alors du coup, on a demandé à notre formidable professeur, la merveilleuse Marion Séclin, de nous faire un petit topo tip-top de l'histoire du transport. Vous allez voir, il y a des projets assez fous et irréalisables. Attachez vos ceintures. Marion? Marion? Coucou? Excuse-moi Alex, j'étais coincée dans un escalator, c'est l'histoire. C'est bien pratique, hein, ces machins pour se déplacer plus vite, mais il y a encore du boulot. Moi, quand j'étais petite, je me disais que dans le futur, on se déplacerait en chaussures volantes ou en voiture sans roues. Alors qu'en fait, à part les Vélib, les transports du futur sont pas hyper accessibles. Mais ça date pas d'hier d'imaginer que dans le futur, on va révolutionner notre manière de nous déplacer. Regarde, dans le film Retour vers le futur, ils imaginaient un skateboard volant, l'overboard. Je préfère pas te mentir, aujourd'hui, le skateboard qui vole, c'est un prototype de prototype, et ça marche moyen. Mais je vais te dire, ça date même pas de l'ère du cinéma. Déjà, dès le 19e siècle, on se demandait comment on allait se déplacer dans le futur. Certains avaient raison. Les trains parcourront 3 km par minute.
Les trains express iront jusqu'à 240 km/h. Il n'y aura plus de cendres ni de fumée sur les voies, car nous n'utiliserons plus de charbon. Plus besoin non plus de s'arrêter pour remettre de l'eau. Et c'est pas faux, les trains circulent sur des voies électriques et les TGV vont en moyenne à 320 km/h. Dans la plupart des villes, le trafic sera orienté vers des tunnels ou des souterrains bien éclairés et ventilés, ou vers des routes surélevées. Et bingo! On trouve un métro dans presque toutes les grandes villes dans le monde. Mais certains ont eu totalement tort. Les humains ne supporteront jamais une vitesse de plus de 50 km/h. Leurs poumons ne tiendront jamais, ils risqueraient de s'asphyxier et de mourir via le décès. Perdu! L'humain survit très bien à la grande vitesse. Et il peut même survivre à un concert de Joule, c'est te dire comme il est résistant. Et voilà ce qu'on imaginait il y a plus de 100 ans, en pleine époque victorienne, au début de la révolution industrielle, alors que Jules Verne inondait le monde de ses romans. Alors, je veux pas être rabat-joie, mais les taxis ne volent pas. Ils roulent. Et ils râlent. Par contre, au niveau de l'illustration du chauffeur de taxi, on est sur un truc très très proche de la réalité. Alors là, pareil, on n'a pas encore de paire d'ailes personnelles, c'est pas un truc qui se trouve au magasin de bricolage du coin, mais bien essayé, hein. Alors on part sur une énorme flemme. À l'époque, ils imaginaient des trottoirs roulants pour les piétons. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on est obligé d'utiliser nos jambes pour marcher. Alors non, aujourd'hui on ne chasse pas les pélicans en petit avion et le facteur ne livre pas le courrier sur un cheval volant. On peut éventuellement recevoir son courrier par drone, mais pas chevauché par un humain. Et non, encore raté, on ne peut toujours pas marcher sur l'eau aujourd'hui à l'aide d'un petit moulin à pédales ou d'une paire de raquettes aquatiques. Bah non, n'est pas lézard Jésus-Christ qui veut. Ah, on peut cependant rouler sur l'eau grâce à cette grosse bulle. Presque ça. Les mecs dans le passé devaient avoir sniffé de la colle parce qu'aucune de ces inventions n'existe aujourd'hui et elles ont surtout l'air très très dangereuses. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'Isaac Asimov, le père de la science-fiction, imaginait pour les années 2000. Bon, par contre, s'il était là aujourd'hui, il serait un peu déçu. Non, aujourd'hui on n'en est pas là. Mais on a quand même de quoi être fier puisqu'on a des... on a des vélos qu'on peut louer à l'heure. Et ça... Bon Alex, moi je te laisse, je vais plancher un peu sur l'overboard. Plancher. Mais si, sur l'overboard, plancher. Ah, j'en rate pas une, moi. Hein. Ah, je suis super. Oui, c'est pas mal. Écoute, merci beaucoup, Marion. Il faut aussi qu'on te laisse l'eau parce que on a aussi du pain sur la planche. Tu vois, moi aussi, je peux le faire. Allez, on va parler des transports du futur. Alors évidemment, pour des nouveaux transports, il faut trouver des nouvelles technologies et si possible, des technologies propres pour ne pas esquinter la nature. Eh bien, figurez-vous que justement, un nouveau bateau révolutionnaire possède à son bord toutes les technologies de pointe pour les tester. Ce bateau s'appelle le Energy Observer et on va partir le voir à Saint-Malo. Si, regardez, je rigole pas, je ne vous mène pas en bateau. Allez, nous partons à la rencontre de Victorien Hérussard, le capitaine de ce magnifique bateau. Non, mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Bonjour Victorien. Bonjour Alex. Dis donc, qu'est-ce qu'il est beau ce bateau? Il est magnifique. Il est immense, il fait combien de long? Il fait 30 mètres 50. 30 mètres 50, et on va découvrir tout ça. On y va? Ouais, mais faut changer de chaussures. Hein. Ah bon? Ouais. C'est pas le pied, dis donc. Alors, oh là, oui, bon. Ah bon. Ah oui. Hop, hop. Ouais, super. Oh là, ça bouge. Ouais. Bah oui, attends-moi un petit peu parce que c'est pas que je flippe un peu, mais quand même. Attention. Et là, c'est genre solide? Ah oui. Ah, c'est trampoline. Ah oui, dis donc. Ah oui, on peut faire youpi. Ouh là, mais je suis connu. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a les petites ailes solaires. Faudrait pas que tu te colles la tête. Alors ça, c'est des panneaux solaires en fait? Oui, on tourne à 120 mètres carrés, équivalent d'un bel appart quand même. Ah, c'est d'un très grand appart. Hein. Et donc ceux-là, ils sont très particuliers parce que c'est des panneaux solaires bifaces. C'est-à-dire biface, c'est-à-dire qu'ils captent aussi le soleil en dessous, mais il n'y a pas de soleil en dessous, je te ferai remarquer. Ouais, mais il y a la réverbération de l'eau de mer. Ah, le soleil tape dans l'eau de mer, ça se réverbe, paf, poum, ça repart, et du coup, ça prend énergie par en dessous. Exactement. Et c'est des panneaux champions du monde parce qu'ils produisent à peu près 30% d'énergie solaire supplémentaire. Et en plus, ils ont un rendement exceptionnel. D'accord, c'est génial. Alors tout ça, ça suffit à propulser le bateau? Presque. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a encore d'autres panneaux solaires? Oui, on va aller voir. Il y en a sur la nacelle. Ah bah, on va voir où? Par ici. Pareil, je te suis, tu vois. Hop. Alors attends. Hop, oh là là. Ah oui, non, mais il y en a des millions. C'est immense. Attends, il y en a plein. Waouh. Ceux-là, ils sont pas bifaces, par contre. Non. Parce qu'ils sont collés contre la coque. Le biface, c'est sur les ailes solaires. Et donc, sur la nacelle centrale, on n'a qu'une seule face. Et alors, tout ça, c'est de l'énergie qui propulse les bateaux. Mais alors, petite colle, qu'est-ce qui se passe si pendant 15 jours, il fait pas beau? Ça arrive. Alors, on n'a pas que du solaire. T'as pas que du soleil. On a aussi de l'éolien à bord. L'éolien, le vent. Oui, exactement. Eh ben, montre-moi, je te suis. Ouais, c'est par ici. Alors, fais attention. On va un peu escalader. Ça glisse, là. Hein. Oula. C'est un peu dangereux, ton truc, quand même. Un peu, ouais.
Ok. Alors ça, c'est l'éolienne. Ouais. Alors comment ça marche? Ça tourne quand il y a du vent, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Quand ça tourne, hein, comme les éoliennes qu'on voit sur le bord des autoroutes, sauf que là, elles sont différentes, elles sont à axe vertical. Toi, ça tourne comme ça, du coup. Exactement. Donc c'est des éoliennes très innovantes qui vont nous permettre de produire un petit peu d'énergie, moins que le solaire, mais elles contribuent à faire avancer le bateau et à rendre ce navire autonome. Et alors, qu'est-ce qui se passe si jamais il fait pas beau ou qu'il fait nuit pendant des jours et qu'en plus, il n'y a pas de vent? Alors en plus de ça, on a une aile de traction, on la voit pas parce qu'on est au port là aujourd'hui. C'est comme un cerf-volant qui nous tracte, un cerf-volant qui fait 50 mètres carrés, qui a plus de 100 mètres d'altitude, donc elle va chercher le vent en hauteur. Et du coup, elle nous permettra soit d'aller plus vite, soit de dépenser un peu moins d'énergie, ou même de produire de l'énergie à partir des hélices qui vont tourner lorsque le bateau sera tracté. On m'a dit qu'il y avait un secret dans le bateau. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'on a dans les flotteurs toute une chaîne de production d'hydrogène à partir de l'eau de mer. Attends, mais l'hydrogène, ça fait un peu flipper, non? Un petit peu, mais moi aussi j'avais cette même appréhension. Mais les industriels, les laboratoires maîtrisent maintenant cette technologie. On peut aller voir? Ouais. On y va, on y va. Je te laisse passer devant. Ok. Je suis pas super bien là. Tout va bien. Fais attention à toi quand même. Voilà. Moi j'arrive, hein. Je vais bien, tout va bien, je suis super bien. Voilà, voilà. Hop. Tombe pas sur les ailes. Hein. Alors on va où là? Alors là, on va aller voir la pièce maîtresse qui symbolise toute la chaîne d'hydrogène. Ouh là là, comment tu descends? Voilà. On rentre dans les flotteurs d'énergie Ce qui est bien, observable. c'est que c'est très, comment dire, très spacieux. Voilà. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est the fuel cell, c'est la pile à combustible. Le fuel cell, la cellule à énergie. La pile à combustible. La pile à combustible. Et c'est très très impressionnant, c'est immense ce truc. Cet équipement nous permet en fait de transformer l'hydrogène en électricité et en chaleur. Alors dans tout le flotteur, en fait, on a un système qui nous permet donc de prélever de l'eau de mer. Après l'eau de mer, on la désalinise, on rend l'eau pure. Donc t'as plus que H2O. Exactement. Et du coup, là, on convertit l'H2O en hydrogène via un électrolyseur. On libère l'oxygène, on garde l'hydrogène, et l'hydrogène, on le comprime et on le stocke dans nos réservoirs. Et donc ensuite, il y a cette fameuse pile à combustible. Donc quand on n'a pas de vent, quand on n'a pas de soleil, quand il fait nuit, etc., on se sert de ce système pour récupérer de l'électricité à partir de l'hydrogène qu'on a produit à partir de l'eau de mer. En gros, c'est comme du courant. Ça fait du courant, ça fait tourner ton moteur. Exactement. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est un bateau qui marche à l'eau de mer. On peut le symboliser comme ça, oui. C'est ça qui est magique. Le bateau, il va pouvoir aller sur l'eau. Ouais. Vous avez prévu un petit voyage peut-être? Vous n'allez pas rester comme ça à nous montrer les trucs? Non. Ce vaisseau du futur part faire un tour du monde avec mon ami Jérôme de la Fosse qui est à la timonerie. Donc là, on va aller en timonerie. C'est quoi? C'est le poste de pilotage. Exactement. Merci beaucoup pour tout, Victorien. Yes. Je te remercie. Timonerie. Ben j'y vais, je ressors. Alors, la timonerie, ça doit être là. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Bonne tête d'aventurier. Hein. Les yeux bleus, les cheveux au vent, la dernière de 3 jours. C'est super, c'est quoi cet endroit? Alors le poste de pilotage est ici, voilà, et là tu as aussi un copilote qui peut être installé. Et je peux piloter ou pas? Écoute, vas-y, hein. Tu nous plantes pas le bateau? Bah, je vais essayer, mais là, en même temps, il peut pas trop bouger, je crois. Ah! Je suis pas un grand cascadeur, mais enfin, un petit peu. Ah! Ah oui! Ah oui, on est bien. Donc là, t'as le volant que tu peux tourner. Et alors, vous avez en plus le toit ouvrant. Hop! Ah, on est pas mal là, dis donc. Ah oui, on est très bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce beau bateau, Jérôme et ton équipe? Parce que j'imagine que tous ces systèmes solaires, éoliens, hydrogène, faut les tester. Alors le bateau a deux missions principales. La première, donc, c'est de tester toutes ces technologies en milieu marin, donc en milieu extrême. Et le solaire, notamment, ça se teste sur le cercle polaire, mais également à l'équateur. Ah oui, parce que le soleil n'arrive pas pareil sur la Terre. Voilà. Et comme le but, c'est un petit peu d'adapter toutes ces technologies en milieu terrestre, voilà, il faut pouvoir documenter et donner beaucoup d'informations et de retours d'expérience. Moi, j'ai été élevé à la soupe Cousteau, donc voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir reprendre un petit peu ce flambeau d'expédition. Oui, parce que t'es un explorateur, t'as la tête, mais t'en es un vrai en plus. Ça fait plein de trucs déjà avant. Écoute, oui, j'ai eu la chance de faire plein de choses très intéressantes. J'ai beaucoup plongé avec les requins, j'ai participé aux fouilles archéologiques du palais englouti de Cléopâtre en Alexandrie, j'ai plongé en sous-marin à 1000 mètres pour étudier les animaux bioluminescents. Donc Energy Observer, pour moi, c'est très intéressant parce que c'est un bateau qui va nous permettre de passer du constat, on va dire, de l'impact de l'homme sur l'environnement à l'action. Avec des énergies propres. Exactement, on va pouvoir naviguer, explorer les océans sans les salir, sans les abîmer. D'accord. Et alors donc vous allez faire un vrai tour du monde immense?
Assez immense, ouais. Après le tour du monde, voilà, c'est 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et comment tu fais pour ta famille, tes amis, tout ça? Tu les Bah, oublies? je reviens les voir de temps en temps. Puis l'idée, c'est aussi de partager un petit peu cette aventure avec eux, au moins les escales, leur faire découvrir le monde. Oui, parce qu'il y a combien d'escales de prévues au total? 101 escales. 101 en 6 ans, ouais, c'est pas mal. Voilà, les 50 pays visités. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir vraiment promouvoir voilà, toutes les solutions pour un futur plus propre. Ce bateau fait beaucoup rêver les gens et à mon sens, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de les sensibiliser. Dans chaque port, on aura un showroom itinérant qui va nous permettre d'expliquer un petit peu ce qu'on fait nous et puis l'importance de la transition écologique, de la transition énergétique pour que chacun puisse s'impliquer à sa propre échelle et apporter sa petite pierre à l'édifice. Bon, bah écoute, en tout cas, ça fait rêver ce truc. J'aimerais bien être avec toi, mais j'ai un peu peur de l'eau. Et bon courage à Énergie Observer surtout, et puis à toute ton équipe. Bon voyage du coup. Bon Merci. vent. Enfin, bon vent et bon soleil et bon hydrogène. Merci Jérôme. Hein. Merci à toi. À bientôt. Je te laisse. Merci. Je m'en vais. On l'a vu, le bateau du futur sera autonome en énergie et écolo. Du moins, on peut l'espérer. Mais quoi qu'il arrive, il ne sera jamais capable de transporter des dizaines de gens d'un coup, comme un bus ou un métro. Alors, la vraie question, c'est comment vont évoluer les transports publics? Comment vous irez bientôt à l'école, au travail ou chez Mère Grand, qui a de grandes dents? Eh bien, regardez. Le futur des transports a peut-être véritablement commencé le 26 juillet 2016 sur l'aéroport d'Abu Dhabi. Cette nuit-là, l'avion Solar Impulse 2 boucle un tour du monde de 40 000 km sans avoir consommé une seule goutte de carburant. Cet exploit annonce une révolution dans les transports, celle de l'énergie propre. Pour accomplir cette performance de pionnier, les deux pilotes, Bertrand Piccard et André Borschberg, se sont relayés aux commandes pendant les 25 jours de vol. Virage à droite en approche de l'aéroport. Ils sont parvenus à faire le tour du monde à une vitesse de croisière de 90 km/h le jour et 60 km/h la nuit grâce aux 270 mètres carrés de cellules photovoltaïques qui équipent l'appareil. Quelques mois après cet exploit, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, André Borschberg retrouve Solar Impulse 1, le premier appareil solaire avec lequel il a battu des records et qui a permis de préparer ce tour du monde. C'est devenu un compagnon, donc quand je le vois, je vais aller lui taper un tout petit peu, je ne vais pas dire sur l'épaule, mais sur le cockpit, parce que les relations émotionnelles avec cet avion, elles sont extraordinairement fortes. En tant que pilote du futur, André Borschberg s'intéresse de près à Clipper. Ce projet consiste à accrocher sous une aile des capsules transportant des passagers ou des marchandises pour effectuer de longues distances. Alors, je connais très bien le projet Clipper. Je pense que c'est exactement les types de réflexions dont on a besoin de faire aujourd'hui. Essayer de fusionner des domaines qui généralement ne se parlent pas. L'automobile ne parle pas au monde du transport aérien. Le monde du transport aérien ne parle pas au monde maritime. Donc des gens qui sont capables de penser au travers de ces disciplines, puis essayer de trouver des solutions qui intègrent beaucoup de choses, c'est ça l'avenir. Clipper pourrait bien annoncer une nouvelle forme de transport aérien. Moins de consommation d'énergie, plus souple, les appareils Clipper pourraient sillonner le ciel vers 2030. Le projet le plus révolutionnaire est celui initié par le milliardaire américain Elon Musk. Rien de moins qu'un tout nouveau mode de transport, son nom, Hyperloop. Comme Solar Impulse, Hyperloop utilise l'énergie solaire. Le coût de production de l'électricité est 2 fois meilleur marché que si vous utilisez du gaz ou du charbon. Donc on a passé le point de non-retour. Donc le coût de production de cette énergie va être de moins en moins cher. Plus rapide qu'un avion de ligne et aussi facile d'accès qu'un train, Hyperloop permettrait de relier Paris à Amsterdam en 30 minutes. Alors, est-ce de la science-fiction? Plus vraiment. En 2016, les premiers essais ont eu lieu dans le désert du Nevada. Simultanément, un concours international de construction de capsules pour passagers a été organisé. Les gagnants sont les étudiants de l'université de Delft, aux Pays-Bas. Ils sont venus présenter leur prototype dans un salon professionnel à Paris. Ce véhicule circulera à travers un tube dans lequel la pression de l'air sera basse. Cela réduira les frottements de l'air sur la capsule. Cette capsule sera en lévitation magnétique, sans contact avec le tube. Ce système sera très efficace.
L'une des innovations d'Hyperloop est visible sous la maquette du prototype de l'université de Delft. À partir de 35 km/h, les aimants commenceront à soulever cette capsule, qui se retrouvera en lévitation à 2 cm du rail métallique. Ici, vous pouvez voir là où sera disposé un des aimants permettant de soulever magnétiquement la capsule. La première ligne Hyperloop pourrait être mise en service dans les années 2020, entre Dubaï et Abu Dhabi. Alors si les transports du futur vont permettre de voyager plus vite, en étant moins polluants entre les villes, le transport à l'intérieur des centres urbains va lui aussi connaître des révolutions spectaculaires. Une équipe d'ingénieurs d'Airbus a imaginé un service de taxi volant pour les courtes distances, baptisé Pop-up. Je pense que le ciel des villes est un espace sous-utilisé. Et c'est l'espace auquel nous avons pensé pour le projet Pop-up. Les routes encombrées ne sont plus un problème, car nous pourrons les survoler. Nous pensons qu'avec ce projet de taxi volant, associant un drone et une voiture autonome, nous pourrons à l'avenir beaucoup mieux utiliser l'espace dans les villes. Comme pour de nombreux projets de transport du futur, le développement de l'intelligence artificielle est au cœur du fonctionnement de Pop-up. Une fois leur destination indiquée, les passagers n'auraient rien d'autre à faire que de regarder le paysage. Le projet va encore beaucoup évoluer avant une mise en service annoncée par Airbus au début des années 2030. Je pense que le transport terrestre et le transport aérien vont très bien se marier. Le but, c'est d'avoir des avions qui volent de manière très silencieuse et non polluante, des voitures qui font la même chose et qu'on puisse utiliser au choix selon les besoins. Quittons le ciel des villes du futur pour un des derniers espaces urbains qui ne soit pas encore encombré, les fleuves. Au chantier naval de La Ciotat, dans le sud de la France, une équipe de chercheurs travaille depuis une quinzaine d'années sur le projet de bateau-taxi Sea Bubbles. L'idée révolutionnaire, ce sont ces patins appelés foils, permettant à ces taxis flottants de survoler la surface de l'eau. Ça fonctionne comme l'aile d'un avion, mais dans l'eau, donc elle sort de l'eau. Donc le foil reste dans l'eau, mais le coq sort de l'eau. Dès que le coq de bateau sort de l'eau, tu enlèves 40% de traînée, parce que c'est une tapis volant, ça. Avec 40% de traînée en moins, la motorisation électrique devient efficace et permettrait de propulser ces bateaux-taxis volants sans bruit et sans émission de gaz à effet de serre. Paris devrait être équipé dès 2018 avant d'être imité par d'autres villes dans le monde. Pour André Borschberg, tous ces projets de transport vont permettre de faire entrer l'humanité dans une nouvelle ère. Je suis très optimiste parce que je pense que le monde a compris le potentiel que représentent ces technologies. On n'est pas au bout, ça va demander encore beaucoup d'efforts au niveau de la manière d'intégrer ces technologies dans notre espace, que ce soit l'espace aérien, l'espace urbain, les moyens de transport. Mais quand on aura réalisé finalement ce travail-là, je pense que tout le monde pourra en bénéficier. Eh bien, c'est bien beau tout ça et ça fait rêver, même si on n'en est pas encore à voyager à la vitesse de la lumière comme dans les meilleurs films ou séries de science-fiction. Et puis, le rêve ultime, bien sûr, c'est la téléportation. Imaginez, vous rêvez de manger dans un bon petit restaurant thaïlandais. Eh bien, plutôt que d'aller en bas de chez vous, vous appuyez sur un bouton et crac, vous êtes à Bangkok, en Thaïlande, en train de manger le meilleur poulet au curry du monde. Alors évidemment, ce serait génial. Imaginez, on pourrait passer nos soirées à New York, à Tokyo, à Pékin, à Dublin ou que sais-je encore. Mais est-ce que la téléportation, c'est vraiment possible? Est-ce que ça arrivera un jour? Est-ce que c'est bidon ou est-ce que c'est béton? Je vais demander à l'ami Bruce. Genre comme ça? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. La téléportation d'abord, qu'est-ce que c'est quoi donc? On parle de téléportation lorsqu'on transporte instantanément un objet ou une personne d'un endroit à un autre, potentiellement sur des très grandes distances. Genre Paris-New York en une seconde. Et ça signifie désintégrer cet objet ou cette personne à Paris et la reconstituer l'instant d'après et à l'identique à New York. Et du coup, bidon ou béton? 2 secondes, je vais y venir. Alors, aujourd'hui, clairement, on sait pas faire. Non, mais ça va bien là, j'ai pas fini. Oh! Donc, aujourd'hui, on sait pas faire, mais on a la théorie qui va bien pour le faire. En quelque sorte. Aujourd'hui, on sait téléporter des particules élémentaires comme des photons, enfin des grains de lumière, si vous voulez. Il y a notamment une équipe de chercheurs dirigée par le physicien autrichien Anton Zeilinger qui a réussi à téléporter un photon entre La Palma et Tenerife aux Canaries, soit sur plus de 140 km. C'est beau. Oui, sauf qu'ils n'ont pas du tout téléporté de particules en fait. C'est-à-dire que la matière n'a pas disparu du point A pour réapparaître au point B. Ce qu'ils ont transporté, c'est toute l'information contenue dans une particule au point A, qu'ils ont ensuite portée sur une autre particule au point B. J'ai rien compris. Alors c'est un peu comme si la particule au point B était devenue un clone de la particule au point A.
Sauf que dans le transport, on a perdu l'information qu'il y avait sur la particule au point A. C'est pour ça qu'on parle de téléportation, hein, parce que d'une certaine manière, on détruit l'information qu'on avait au départ. Ouais, ça a quand même l'air hyper compliqué. Hein. Et en réalité, ça l'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, là, je simplifie énormément le machin. Hein. Ah, ok. Et du coup? Du coup, si on considère la téléportation comme le fait de transporter instantanément de la matière d'un point A à un point B, c'est totalement bidon. En tout cas, avec nos connaissances actuelles. En revanche, si on considère le fait de transporter uniquement toute l'information de la particule d'un endroit à un autre, ça, aujourd'hui, on sait faire. C'est totalement béton. Et pour nous? Quoi pour nous? Bah, c'est-à-dire que si on veut m'envoyer moi faire Paris-New York en 1 seconde, ça se passe comment? Après, pour ce qui est de téléporter un objet beaucoup plus complexe, par exemple même un être humain, c'est aussi une question de savoir gérer les milliards de particules qui nous composent. Et faut avoir en tête que, ok, si on y arrive, ok, donc il y a un toit qui est arrivé à New York, mais le toit qui était à Paris a été transformé en un tas informe de particules. Ah ouais, donc il faut pas que ça foire, quoi. Ah bah, pas vraiment, non. Et on sait gérer ce genre de complexité? Aujourd'hui? Pas du tout. Donc c'est bidon. Donc c'est bidon. Bon, bah c'est bidon, mais peut-être quand même que dans quelques dizaines d'années, on y arrivera. Merci Bruce, même si malheureusement, la téléportation, ça n'est donc pas pour demain. Ni pour 2 pieds, ni même encore pour un corps tout entier. Et il va donc falloir trouver un autre moyen et revenir sûrement à nos trains spéciaux, nos avions du futur et nos drones géants. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va descendre de tous ces véhicules? Est-ce qu'on va retrouver nos vieux skates, nos rollers ou nos vélos? Eh bien, je ne pense pas. J'ai ma petite idée là-dessus. Regardez, venez avec moi. Bonjour Antoine. Salut Alex. Ça va bien? Ça roule et toi? Ah ben ça roule, oui, ça roule, c'est le cas de le dire. Surtout avec tout ce que tu nous as amené. Alors, Antoine, toi tu fais partie de la société Eco Riders. Exactement. Donc vous proposez des produits de mobilité écologiques et futuristes. C'est tout à fait ça. Alors on va regarder un peu en détail. Alors ça, je crois que je sais ce que c'est. J'ai vu des gens déjà avec une roue de vélo qui tenait comme ça, c'est ça? Eh ben non, c'est pas du tout ça. C'est un vélo pliable qui a un design particulier. C'est le premier vélo pliable qui est vraiment joli. Montre-moi. Regarde-moi ça. Comment ça marche? Le futur, c'est parti, c'est maintenant. La vache. Eh, ça va super vite. Ah ouais. Ça ressemble, tu sais, aux Transformers, la Bumblebee et tout ça. Là. Exactement, c'est le cousin d'Optimus Prime que je te présente. Voilà, d'un vélo pliable en quelques secondes et surtout, le petit plus, le guidon est derrière. C'est donc extrêmement casse-figure. Faut juste trouver ton équilibre qui est un peu différent d'un vélo habituel. Ça marche comment? T'accélères ici, tu freines ici? Exactement, une poignée d'accélération ici, une poignée de frein ici, avec les petits clignotants qui vont bien pour afficher derrière tes directions, ce qui est souvent rare sur un vélo d'avoir un bel affichage de là où tu vas. Donc c'est sécurisé en plus. D'accord, alors ça, j'ai déjà vu aussi des trucs un peu comme ça où les gens se tenaient debout, tu te penches pour que ça avance, tu te recules pour que ça recule. Et bah c'est le même, mais là t'as un siège pour pouvoir t'asseoir, faire des balades assis en toute tranquillité. Ça s'appelle comment ça? Ouais, c'est un gyropode. Et d'accord, bah gyrobois et gyropode avec ça. Ouais, c'est ça. C'est absolument génial. Là t'as ton surf wheel. Exactement. Ça ressemble un peu à un skate quand même. Alors ça ressemble à un skate, mais on est plus proche du snow et du surf, mais sur la terre ferme. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la reproduction des mêmes sensations de glisse que tu pourrais avoir sur l'eau, sur la neige. Oui, tu vois qu'on a plutôt l'impression que ça glisse que l'impression que ça roule. Exactement, t'as tout compris. D'accord, bah, je vais pas essayer parce que je suis nul. Ça prend relativement vite. Et alors du coup, tous ces produits-là, ils sont électriques évidemment. Exactement, ils sont tous électriques. C'est pour ça que c'est écologique. C'est écologique parce qu'effectivement, on va réduire un petit peu l'empreinte carbone qu'on peut avoir. Il n'y a pas d'émissions d'effet de serre et compagnie, donc il n'y a effectivement pas de pollution. D'accord, donc par rapport à un scooter par exemple, au moins avec ça, on pollue pas. Exactement. C'est génial. Moi, j'ai très envie d'essayer, mais j'ai un petit peu peur. Alors ça tombe bien parce que dans Surtastic, on fait souvent appel à des gens pour faire des tests. Ouais. Et là, je t'ai trouvé les meilleurs skateurs de l'univers, enfin de l'univers, au moins de Paris, parce que là, on est à Paris aujourd'hui. Regarde-moi comme ils sont beaux quand même. Là, tu sens qu'il y a du level. Ouais, il y a de la team. Bonjour les amis. Alors, Antoine, je te présente un petit peu tout ce beau monde. Là, tu as Alexis, là, tu as Benjamin, là, tu as Louise, là, tu as Octave et là, Thibaut. Enchanté. Alors, Louise attaque, évidemment, en premier. Tu vas prendre le surf wheel. Ensuite, Octave, tu vas aller faire le yak bike. Et puis, on va après, Benjamin et Thibaut, vous retournerez après parce que ça, c'est pour les vieux. Donc ça, c'est mon truc à moi. Voilà, moi je bouge pas. D'accord Antoine? Ça va. Si j'ai un problème avec ça, je t'appelle. Je pense que tu t'en sortiras très bien. Je vais maîtriser, je suis sûr que je vais maîtriser. Hop, Hop, regarde, je suis déjà prêt. Allez, on va s'occuper de Louise. Bon, alors, tu connais déjà les planches. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est équilibrer dans un premier temps la board, la mettre à plat pour activer le moteur. Jusqu'à attendre le petit bip. Voilà. Là, on accélère. Et sur la jambe arrière pour ralentir. Et voilà. Quasiment autonome déjà. Je vais bientôt pouvoir te lâcher. Ça roule. Carrément la vitesse. Ralentir, ralentir, oh là là, malheureuse. Oh, pas mal, pas mal. Et alors, c'est sympa ou pas? Bah ouais, c'est super sympa. Ça glisse tout seul, contrairement au board qu'on utilise nous. On a juste l'équilibre à surveiller, mais rien d'autre, et c'est vraiment agréable.
Et alors, c'est quoi l'autonomie de tous ces engins? Parce que... On a des engins comme celui-là qui font à peu près 15 km d'autonomie. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Puisqu'on sait qu'en fait, en moyenne, par exemple sur Paris, les gens en intramuros font 5 à 8 km pour aller au boulot. Ça va, Octave, t'es confiant? Pas trop. Ouais, je te sens pas zen. Je te sens pas zen. Bon, je vais vous laisser essayer. Moi, je vais essayer de refaire un tour de mon Air Wheel. Pas de soucis, sans se prendre un mur. Ça va très bien. Non, c'est hyper maniable. Je te jure, franchement, je cartonne. Allez, pour ça, j'ai pas besoin de te tenir, tu devrais y arriver. Voilà, nickel. Mais comment ça s'arrête, tonton? Voilà. Ça y est. C'est bon. J'ai compris comment ça marche ou presque. Ça va? Comment ça s'est passé, Octave? C'est très différent du skate ou d'autres choses comme ça. C'est quoi, on s'en flottait? Parce qu'alors avec ça, on s'en flottait, regarde, sans les mains. Hop, hop, hop. Alors ça, c'est très simple aussi. T'appuies vers l'avant, t'avances, vers l'arrière, tu recules, dis donc. Ça, c'est vraiment le plus simple. Et ça, c'est comme un vélo. C'est pour les vieux, c'est pour moi. Merci beaucoup, Antoine, pour toutes ces démonstrations hallucinantes. Merci à toi. Ça fait rêver, franchement. D'ailleurs, ça fait tellement rêver que j'aimerais bien le garder pour chez moi. Bon, allez, c'est bien parce que c'est toi. C'est vrai? Ouais. Merci beaucoup. Y a pas de Merci à toi aussi, Octave. Merci à tout le monde, d'ailleurs. Et à bientôt, Antoine. À bientôt. Moi, je rentre. Allez, salut. Salut. J'ai quand même gagné un super joujou. Alors, je vais maintenant vous parler d'un autre sujet absolument passionnant. En effet, avec ça, on peut se promener comme un geek dans les rues de Paris, mais sachez qu'il existe quelque chose d'encore plus incroyable, qui se promène de façon top secrète dans les rues de Paris tous les jours. Un truc de fou que je vais avoir la chance de tester tout de suite. Mais qu'est-ce donc? Suspense intenable. Préparez-vous à être scotché. Non, je ne rigole pas. Vous allez voir, c'est complètement fou. On va aller tout de suite voir ce monsieur assez génial. Alors donc, je suis avec monsieur Guillaume Devauchel, directeur d'innovation de Valeo. Bonjour Guillaume. Bonjour Alex. Vous allez bien? Parfaitement. Guillaume, est-ce que vous pouvez m'amener voir la voiture du futur? Absolument, vous l'avez juste derrière vous. Comment ça? Elle est là. Alors excusez-moi, sans offense Guillaume, mais ça ressemble beaucoup à la voiture de ma belle-mère. Hein. Ça C'est n'a pas l'air d'être... justement ce qu'il faut. On n'a pas voulu changer le style et les habitudes des véhicules puisque l'équipement technique doit se faire oublier. Et la difficulté, c'est d'être le plus discret possible. Alors, qu'est-ce qui fait que cette voiture est différente? Parce que là, franchement, je ne vois rien. Donc, il faut m'expliquer. Alors, cette voiture est équipée de capteurs qui sont les yeux et les oreilles du véhicule. Et comme pour vous et moi, vous avez besoin d'au moins 3 capteurs différents pour fonctionner correctement. D'accord. Pour les véhicules autonomes, ce sont des caméras. Donc en haut de pare-brise, une caméra qui voit très loin devant. Et vous avez ici des toutes petites caméras presque invisibles. Ah oui, il y en a une là toute petite, dis donc. Ici, vous les avez aussi sur les rétroviseurs, mais également à l'arrière. D'accord, donc la voiture est capable de voir tout ce qu'il y a autour d'elle. Tout ce qu'il y a autour. Ensuite, il y a un deuxième sens qui est le radar, qui vous font une image radar à 360 degrés. D'accord, alors ça fait 2. Vous m'avez fait laver Et le troisième, le plus important, le scanner LIDAR. Le LIDAR. Un LIDAR, c'est un radar optique et un scanner, ça scanne l'environnement. En fait, ça balaye à 140 degrés l'environnement. Et il voit de manière extrêmement précise. C'est une description 3D de l'environnement extrêmement précise. Alors, donc il complète les informations données par la caméra et les radars. Donc là, vous avez non seulement une image vidéo, mais vous avez une image 3D de tout ce qui se passe autour du véhicule. Donc on a compris, donc il y a 3 sens dans la voiture, les lidars, les radars et les caméras. Absolument. Eh bien écoutez, c'est impressionnant. Donc là, on va faire un petit tour. Alors, c'est pas moi qui conduis parce que... Comment ça? Pour les véhicules prototypes, la loi nous impose d'avoir un ingénieur certifié, en l'occurrence Vanessa, qui est la directrice de l'activité véhicule autonome chez Valeo. Bon allez, on va essayer. Hop, je monte dans la voiture du futur, les amis. Je suis pas du tout stressé. Tout va bien. On y va. Ça a l'air d'une voiture normale, à vue de nez. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va bien? Alors voilà, donc là on est parti. C'est sans les mains. Sans les mains, sans les pieds. Sans les mains, sans les pieds, sans rien. Sans rien. La voiture conduit dans l'environnement du périphérique. Donc c'est quand même bizarre que tu tiennes rien, je te jure que ça fait un effet bizarre. D'accord. Bah, et là, ça tourne et tout. Ça tourne et la voiture. Incroyable. Ouais. On est tranquille, là, on est relax. Hein. Oui. Ah ben attends, parce que là par exemple ça freine très fort devant là. Et là il y en a un qui fait une espèce de limite de queue de poisson. Du coup, voilà. Ah oui, du coup on freine beaucoup plus fort. Ah bah oui, forcément, puisqu'il y a quelqu'un qui nous a fait une petite queue de poisson. Oui. Ah oui, c'est assez incroyable quand même. Donc là, par exemple, moi qui adore jouer à la console, par exemple, on peut se dire, tiens, bah, tous les 4 on est à la console. Si on est 4 dans la voiture,
Et hop, les parents, les enfants, et tout le monde peut jouer à la console jusqu'au moment où la voiture dit attention les gars, on va sortir, faut reprendre le contrôle. Oui, c'est ça, oui. C'est génial quand même. Et alors par exemple, imaginons que j'ai une voiture qui soit un peu lente devant et que du coup je me dis bon bah j'ai passé devant. Elle est capable toute seule de dire je vais dépasser la voiture? Elle ne va pas le faire toute seule, elle va demander de confirmer en mettant le clignotant. Si je confirme, la voiture va ensuite faire toute la manœuvre elle-même, se porter sur la voie d'à côté et puis se remettre à la bonne vitesse. Enfin, c'est incroyable. Oui, Mais oui. c'est sûr que le matin, par exemple, tu vas au boulot et tu as de l'autoroute à faire ou du périphérique à faire avant d'arriver à ton travail. Et ben là, tu peux déjà soit commencer à travailler, soit en profiter pour parler de tes enfants qui vont aller à l'école, soit faire plein d'autres choses et avoir l'esprit un peu libéré. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, à terme, que quand tu rentres dans ce mode-là, le volant rentre Effectivement, avoir quelque chose où le volant rentre ou peut-être même autre chose qu'un volant. Enfin, il y a beaucoup de projets et de démonstrations autour du cockpit du futur et du coup du cockpit de la voiture autonome. Et en fait, on reprend le volant quand on veut ou il faut lui indiquer qu'on a repris le volant? Non, non. Là, à tout moment, si j'appuie sur la pédale de frein, la pédale d'accélérateur ou je reprends en main le volant, le système se désactive automatiquement. D'accord, donc c'est hyper simple. Bah, merci beaucoup Vanessa pour cette brillante démonstration. J'ai hâte d'être dans le futur maintenant. Bah écoute, de rien, c'était avec plaisir et j'espère que tu es convaincu. Je suis convaincu et je suis même pressé d'y être. Ah Alors, merci Alex. Vanessa. Hein, je suis là Guillaume, j'ai survécu. Ah, écoute, c'est hyper impressionnant. Surtout le moment où elle lâche les mains là, on se dit ah quand même, ça roule tout seul. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors pour l'instant là, on a encore besoin des mains. Est-ce qu'un jour il y aura un véhicule où on a besoin de rien du tout? Où on monte dedans et c'est un peu comme un taxi, on se laisse conduire par la voiture? C'est ce qu'on appelle un robotaxi ou une navette. Et autour de 2020, vous verrez des véhicules complètement autonomes sans conducteur, mais qui ne seront pas capables d'aller partout. Ils seront capables d'aller dans des zones bien déterminées, un territoire qui est couvert par la 4G, qui est bien cartographié. Ah oui, donc etc. pas des petites routes de campagne au fin fond de la Creuse. Absolument. D'accord. Et alors, donc ça c'est 2020 pour les voitures. Et ça Comme c'est pour celle-ci, quand? 2020 Ah ça aussi c'est également. 2020. C'est à peu près concomitant. D'accord. 2020 c'est dans pas longtemps, c'est demain. Voilà, comme vous le voyez, le véhicule est quand même très proche d'un véhicule de série, doté de quelques équipements supplémentaires. C'est quoi les autres vrais avantages de cette technologie par rapport à un vrai pilote? Alors l'avantage, c'est d'abord de vous libérer, on va dire, 1 à 2 heures par jour des embouteillages et des contraintes. Oui, parce que pendant ce temps-là, on peut faire plein de trucs. Et puis surtout, la sécurité. Moins d'un accident par milliard de kilomètres parcourus quand on est en mode autonome. Mais pourquoi? Parce que le cerveau de la voiture, il est plus fort que notre cerveau? Alors les capteurs ne s'endorment pas, ils ne sont pas perturbés par la pluie, par la nuit, etc. Et ils sont toujours en pleine forme. Ce qui est quand même pas le cas d'un homme. Oui, donc quelque part, elle a des meilleurs réflexes que nous, en fait, la voiture. De bien meilleurs réflexes. Ok. Bon, bah merci beaucoup, Guillaume, pour cette expérience de dingue. Merci, Je vous remercie. Alex. À bientôt. À bientôt. J'espère que d'ici là, tout roule. Hein? Bravo, La Alex. voiture, tout roule, merci. Je retourne dans mon loft, vous allez voir, c'est impressionnant. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, je peux faire des trucs de fou. Regardez bien, vous allez voir, c'est bluffant. Non mais franchement, c'est assez fou de penser que j'étais au milieu de toutes les autres voitures avec personne au volant et je suis tranquille, pépère, personne s'en aperçoit. Franchement, c'est un tout petit peu flippant, mais ça marche, c'est génial, c'est le futur. Ce type de voiture du futur incroyable sera donc disponible partout en 2020, c'est demain, mais il existe déjà une autre voiture du futur qu'on peut avoir tout de suite. Et le plus dingue, c'est que vous pouvez l'avoir chez vous, puisque c'est une voiture qu'on imprime tranquillou à la maison avec une imprimante 3D. Alors non, c'est pas de la science-fiction, je ne suis pas fou, regardez. À la vue de ces images, on dirait une maquette pour enfants. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une voiture du futur. Cette voiture a été imprimée en 3D. Ce prototype a nécessité 44 heures d'impression. Alors qu'une voiture ordinaire est composée de milliers de pièces, cette voiture n'en a besoin que de quelques dizaines et en moins de 2 jours, 75% des pièces de la voiture ont été imprimées, à savoir la carrosserie, le châssis et certains éléments de l'habitacle. Seuls ont été ajoutés après l'impression les roues, les suspensions, le moteur, les tissus, l'électronique et le verre. Mais à terme, le constructeur pense pouvoir atteindre les 90% d'impression. Bientôt, en prenant notre voiture le matin, nous n'aurons donc plus à craindre les embouteillages, mais plutôt le bourrage papier. Ah, vous imaginez, on pourra peut-être bientôt s'imprimer tous les jours une voiture différente. Ah bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une petite voiture rouge avec des petits pois verts. Ah, pourquoi pas? En tout cas, franchement, l'avenir s'annonce complètement dingo. Moi, j'ai vraiment envie de voir tout ça. Mais figurez-vous qu'il y a des inventions encore plus folles dans le domaine
du transport. Alors si vous avez envie de découvrir un petit peu toutes les pépites du milieu des transports du futur, Alex, il se trouve qu'on a de la chance, Alex, puisqu'on a avec nous... Oui, c'est à toi, j'arrive. On a avec nous la Midi-Coach qui est très excitée, qui a fait le tour du monde. Oui, je te laisse la parole, vas-y. Je regardais l'émission depuis tout à l'heure et je me disais c'est bien les voitures volantes, les voitures autonomes, les bateaux super écologiques. Mais moi sur internet, j'ai trouvé des inventeurs de dingue. La concurrence arrive, hein. Attention, regarde. Michel, bouge-moi, j'arrive. L'arc à bord. Ou comment lier la passion du pilotage au somnambulisme. Dans le futur, les gens se déplaceront sur un matelas. Un matelas volant. Un matelas volant. C'est donc ça le futur? Se déplacer sur un matelas? Mais ça, c'est le rêve de tous les flemmards. Arriver au travail sur un matelas volant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se garer sur une place de voiture, là. C'est réservé aux voitures, ça. Déjà que moi, j'ai du mal à me garer sur Paris. Lui, il nous prend nos places de voiture avec son matelas. Écoutez-moi bien, les chauffeurs de matelas. Ça va pas se passer comme ça, moi, je vous le dis. Ça, je suis sûr, c'est l'invention d'un fan d'Aladin. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Écoute, Aladin, je n'y crois pas à ton invention. Le gars a quand même réussi à mettre 400 ventilateurs sur un matelas. Tu t'endors du mauvais côté, tu te réveilles avec une oreille en moins. Il y a une partie de moi qui est émerveillée et l'autre qui a envie de bâiller. Bon, Alex, là c'est du sérieux. L'invention que je vais te montrer permet de se déplacer sur l'eau grâce à l'énergie de son corps. L'Aquaskipper. Il n'y a pas besoin d'hélice, pas besoin de moteur et surtout pas besoin d'estime de soi. On dirait un kangourou qui saute sur un escabeau dans l'eau. Alex, à quoi ça sert d'inventer des choses pour le futur si des mecs portent encore des slips de bain? Un slip de bain? Qui fait ça? Aquaskipper, plus besoin de permis, juste d'un slip de bain. Sérieusement, Alex, tu te vois aller chercher ta copine avec un engin pareil? Allô chérie? Oui, je viens te chercher ce soir, on va au resto. Oh, génial! Tu passes me prendre en voiture? Non, chérie, en Aquaskipper. Allô? Allô? Oh la michto. L'Aquaskipper. Bon allez, j'ai assez ri pour aujourd'hui. Salut Alex! Salut Dicoche et merci grand fou. Oh là là, heureusement qu'on ne verra jamais partout ces matelas volants et ces kangourous maritimes. Et puis oui, parce que je vous le rappelle, très bientôt, on verra des vraies voitures volantes, comme la Moller 400 dont je vous ai parlé au début. Excusez-moi. Oui? Comment ça? Il y a déjà une voiture volante qui marche? Enfin, qui vole? Attends, mais c'est génial, mais je ne savais pas. Et plein d'autres projets incroyables. Ah, mais c'est formidable. Eh bien, écoutez, allons-y. Allons voir la voiture volante et plein d'autres trucs. Regardez-moi ça, c'est fou, c'est fabuleux. On regarde. À Rotterdam, aux Pays-Bas, les habitants se déplacent grâce à de nombreuses lignes de transport en commun et en utilisant un réseau de pistes cyclables particulièrement dense. Mais dans quelques années, ils pourraient bien disposer d'un nouveau mode de transport, un véhicule en construction tout près de chez eux et attendu depuis des décennies par les rêveurs du monde entier. Laissez-moi vous montrer le futur des transports, en vrai. La voiture volante. Ce véhicule n'est encore qu'un prototype, mais il fait toute la fierté de l'équipe d'ingénieurs qui travaille à son élaboration depuis 1999. Ce que vous voyez ici, c'est la Palvi, la première voiture volante au monde. Elle roule, elle vole, et là, elle est en configuration de vol, et elle vole comme un gyroplane. De nombreux défis technologiques ont été surmontés par les ingénieurs de Palvi pour fusionner un avion et une voiture en un seul véhicule. Le poids doit être le moins élevé possible et les pales doivent se replier en quelques minutes. Un avion doit être équipé de 3 roues, car pour atterrir, le train principal se pose avant le train avant. Un tricycle avec un rotor au-dessus a un centre de gravité très haut et donc instable sur la route. Alors nous avons dû inventer une technologie de stabilisation pour une bonne tenue de route. Ce système de stabilisation de la conduite dans les virages permet d'avoir une voiture agréable à conduire tout en ayant un avion stable sur la piste. En 2019, les premiers modèles de la série de la Palvi Liberty, une version dérivée du prototype pour 2 passagers, seront livrés aux clients. Ces heureux propriétaires devront évidemment avoir le permis de conduire, mais aussi disposer d'une licence de pilote d'avion. Ils devront également suivre une vingtaine d'heures de formation sur ce simulateur. Lâchons les freins. Quand la vitesse de rotation du rotor est de 170, poussée maximale.
Et en quelques secondes, vous décollez. Et maintenant, vous volez. Vous volez avec votre voiture. C'est vraiment une sensation extraordinaire. La Palvi vous donne une sensation de liberté suprême. Il n'y a plus aucun embouteillage. Vous pouvez aller n'importe où. Survoler les montagnes, la mer, les villes. À partir de 2020, d'autres modèles vont venir concurrencer la Palvi. Alors volerons-nous tous en voiture volante? Cela sera-t-il le moyen idéal pour se déplacer dans les villes du futur? Ce qui est sûr, c'est que ces voitures seront majoritairement programmables. Après avoir indiqué la destination, plus besoin d'intervention humaine. De grands constructeurs imaginent déjà des concepts de véhicules qui ressembleront plus à des navettes automatiques. Avec ce véhicule, plus besoin de volant, ni même de tableau de bord. Et l'avancée technologique la plus marquante avec cette voiture, c'est le système de conduite automatique. La conduite est gérée par l'intelligence artificielle. Ces véhicules du futur deviendront des assistants mobiles. Ils emmèneront les enfants à l'école, viendront chercher son propriétaire sur son lieu de travail et se trouveront tout seuls une place de stationnement à la fin de la journée. La notion même de voiture, de véhicule, est en train de se transformer. Comment on ne va pas conduire? On va faire autre chose dans la voiture. On va travailler, se distraire, enfin, on va faire des tas de choses dans cette voiture qui ne sera peut-être pas une voiture, mais un minibus, enfin un véhicule. La voiture est en train de devenir un lieu. Seulement, c'est un lieu qui bouge. Mais c'est stupéfiant, ça. Les voitures du futur partageront la route ou le ciel avec des motos volantes. Au-dessus d'un champ dans l'est de l'Europe, dans le désert de l'Ouest américain ou dans ce hangar de la banlieue de Moscou, des équipes d'ingénieurs ont entamé une course pour être les premiers à mettre au point la moto volante. L'un des projets les plus prometteurs est la Flyke. Ce tricoptère électrique permettrait d'emmener un motard à une vitesse de 100 km/h avec 1 heure d'autonomie et jusqu'à une altitude de 30 mètres. La Flyke est déjà en vente, même si aucune date de mise sur le marché n'a encore été annoncée. Mais de petits véhicules déjà visibles aujourd'hui vont prendre de plus en plus de place dans les rues des villes. Les trottinettes électriques, gyroroues et autres monoroues permettent par exemple d'accomplir les micro-trajets entre le domicile et le travail. Créer de plus en plus de lignes de métro, de bus, essayer de travailler sur la voiture autonome, tout ça c'est très très bien, mais il n'empêche qu'il y aura toujours des gens qui iront sur leur lieu de travail à la même heure, et ça il faut pouvoir le gérer. Or, la seule façon légère et pratique de gérer ça, c'est que chacun puisse se déplacer avec un tout petit objet qui tienne pratiquement dans une valise, qu'on puisse poser à côté de son bureau et recharger pour pouvoir repartir le soir même. Ces véhicules à roulettes pour les micro-déplacements vont aussi connaître des évolutions technologiques. Les utilisateurs rêvent de trottinettes solaires ou de skateboards à pile à hydrogène. La grande affaire, c'est le corps humain. Augmenté, accéléré, fluidifié par des roulettes qu'on mettra au pied. Donc le successeur de l'automobile, c'est le corps mobile. Finalement, entre les voitures et les motos volantes, à côté des overboards et des skates à hydrogène, le meilleur mode de transport du futur pourrait bien être le piéton augmenté. Le futur de la mobilité réserve encore bien des surprises. Eh bien voilà, j'espère qu'on vous aura vraiment transporté avec cette émission dans tous les sens du terme. Imaginez, bientôt, moi je pourrais être à Paris et vous à Bordeaux, à Lyon ou sur Montaiton, dans le Lot-et-Garonne. Et nous pourrons nous retrouver à Pékin pour manger des nems. Eh oui, parce que quand on aime, on ne compte pas. Allez, ça fait rêver. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Surtastique. Même chaîne, même heure, même bonheur. Merci. C'était Alex. Goodbye.